Je m'appelle Éric Bellion, je suis navigateur. Depuis plus de 10 ans, je démontre comment la diversité des équipes est un facteur d'innovation et de performance. Pour cela, j'utilise la course au large, car sur la mer, on ne triche pas. On est obligé d'aller au fond des problématiques humaines et de trouver des solutions. Allez les gars, ça borde, allez au sage. Pour moi, une équipe de profils variés ira toujours plus loin qu'un groupe de clones, si elle est soudée et bien managée. Quand les hommes ne font qu'un autour d'un projet commun, le succès est garanti. En 2016, je vais participer au Vendée Globe, la plus célèbre, la plus exigeante et la plus médiatisée des courses à la voile. Un homme, un bateau, pour un tour du monde sans escale et sans assistance. Je vise plus que la victoire en solitaire. Pour cette course mythique, avec vous, je veux porter haut les valeurs du vivre ensemble et de la diversité humaine. Le défi comme un seul homme, c'est un équipage de 20 entreprises qui vont naviguer à mes côtés. Pendant les 22 mois de préparation de la course, les collaborateurs de chaque entreprise vont, avec l'aide de nos équipes, réaliser 5 vidéos de 2 minutes, témoignant de leurs expériences sur la richesse de la diversité au sein de leur entreprise. Pendant la course, les vidéos seront postées sur la plateforme web Comme un seul homme. Les votes du public et d'un jury de personnalités feront évoluer le classement en temps réel. L'entreprise qui captera le plus d'adhésion sera leader et son drapeau sera hissé chaque jour sur mon bateau. En somme, plus vos équipes s'investissent, plus votre visibilité augmente. Après la course, ces 100 films représenteront une base de données exceptionnelle au service du mieux travailler ensemble. Sur le Vendée Globe, devenons le coup de cœur du public et démontrons ensemble, comme un seul homme, que la différence est une force. Merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Le projet Vendée Globe, donc c'est en 2016, et c'est en fait l'aboutissement d'une démarche qui a à peu près 15 ans maintenant. Et ce qui est drôle, c'est que cette démarche, elle est née ici. Enfin, elle est née un peu plus haut, elle est née dans la zone cafette de l'EM Lyon. Une soirée où on picole un peu. Et en fait, j'ai rencontré 2 amis qui faisaient l'EM avec moi. Et en parlant, en buvant pendant cette soirée, on s'est dit qu'on avait le même rêve de gosse. Et que ce rêve de gosse, c'était de faire le tour du monde à la voile. Et on s'est dit, c'est fabuleux de se trouver, on va se faire une promesse. C'était une promesse d'ivrogne, mais pas tant que ça, puisqu'on s'est promis qu'on ferait le tour du monde après nos études. En fait, on s'est retrouvés 2 ans après nos études, on a travaillé, on a pris un petit appartement à Paris, on a acheté une épave. Et en 2003, on est parti 3 ans faire le tour du monde. Tour du monde à la voile. Moi, ça a été une aventure complètement initiatique à tout niveau. Je viens d'un milieu bourgeois, j'ai fait une école de commerce, comme ça. Et pendant 3 ans, je me suis clochardisé, complètement. Et pendant 3 ans, on a partagé notre projet avec 45 jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux. Des gens qu'on avait rencontrés au début parce qu'on n'avait pas envie de se perdre pendant 3 ans sans projet, on avait un peu la trouille de se perdre, et donc on a partagé le projet avec eux. Et moi, ça a été un bouleversement à tout niveau, à tout étage. Et en rentrant, je me suis dit il fallait que je vive de ma passion, la mer. 2, il fallait que je me serve de ce que j'avais appris. J'avais fait une belle école de commerce, j'avais été commercial, je savais vendre des choses. Et 3, je voulais faire avancer le schmilblick. Je voulais pas être un passager de la planète. Et donc, je me suis mis à creuser la tête pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire après. Et j'ai constaté après mon projet la façon dont on avait de traiter le handicap en France. Et j'ai constaté qu'on donnait un peu d'argent pour des personnes handicapées, surtout pour qu'elles restent chez elles. Pas beaucoup d'argent d'ailleurs. Et on donne de l'argent à vie. Il n'y a que dans les familles avec l'argent de poche, on donne de l'argent à vie à quelqu'un pour qu'il fasse rien. Et là, dans nos sociétés françaises, on donne de l'argent à vie à des gens qui sont capables de travailler, capables d'apporter quelque chose à la société, mais surtout pour qu'elles restent chez elles. Pourquoi ?
parce qu'on a peur d'évoluer, on a peur de remettre à plat nos façons de faire, c'est ça la vraie raison. Et donc en 2007, avec un aventurier handicapé, on a lancé un nouveau projet qui s'appelait le Défi Intégration. Défi Intégration, c'était simple, on s'est vu dans un resto à Paris, et sur la nappe du restaurant, on a écrit notre équation magique, qui était on va faire un équipage de sportifs valides et handicapés à parité, 3-3. On va adapter un bateau de course pour que 100% de la manœuvre soit accessible à tous les équipiers, un truc qui n'avait jamais été fait, première mondiale. Et troisièmement, avec cet équipage bizarre et ce bateau bizarre, on va faire un record à la voile. Parce que dans la tête des gens, dans la tête des entreprises, de nous tous, un record à la voile, c'est fait pour des gars, 30-40 ans, valides, bretons, voilà. Et nous, on va démontrer qu'on est différents, mais qu'en faisant les choses différemment, on va être capable d'être performant, et que le handicap ne rime pas avec incapacité. Ça nous a mis 3 ans, et en 2010, on est détenteur du record Lorient-Île Maurice, en passant par le Cap de Bonne-Espérance, avec cet équipage. On est toujours détenteur du record aujourd'hui. Alors, si Michel Desjoyaux s'y met, évidemment, il coupe le temps en 2, c'est sûr, mais personne ne l'a tenté, ils doivent avoir la trouille, je pense. Mais résultat, on est toujours détenteur. Mais on a démontré que cette équipe était capable de faire ça. Et on a pris l'entreprise, on a fait une démonstration, c'est l'entreprise, elle adore la métaphore du bateau pour parler. On ferme les écoutilles, on est tous dans le même bateau, on regarde tous dans le même cap, etc. Cette aventure, elle a été extraordinaire, mais il se trouve que moi, quand je mets le pied à l'île Maurice en 2010, donc en novembre 2010, je me dis, mais plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça. Parce que autant la navigation, c'est extrêmement bien passé, j'ai jamais aussi bien navigué de ma vie avec cette équipe, mais autant les 3 ans de préparation ont été un calvaire. Parce qu'on est rentré dans tous les écueils possibles du travailler et du vivre ensemble quand on est différent. Et ils sont nombreux, ces écueils. Je peux vous en citer quelques-uns, l'angélisme, la pitié, le fait de ne pas faire la différence entre la personne et son handicap, la personne et sa différence. Moi, il m'a fallu à peu près 1 an pour digérer l'histoire, à force de conférences, de formations, et puis ça avait été dur, parce qu'en plus, comme vous êtes manager, vous savez, vous êtes visible, donc vous êtes visé, quoi. Donc ça a été difficile. Et au bout d'1 an, j'ai digéré l'histoire, et je me suis dit, mais cette aventure, elle est belle. Le record est beau, parce qu'il symbolise quelque chose de fort pour le monde de l'entreprise. On montre que le handicap en soi n'est pas un problème pour l'intégration, et que si c'est possible sur un bateau de course, c'est possible dans l'entreprise. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est tout le cheminement qu'on a fait pour arriver à une navigation et à un succès. Alors comme on ne peut pas parler des heures, je vais vous garder 2 anecdotes que j'ai revues après ce projet. La première, c'est au moment de partir, il fallait qu'on règle un problème qui était le problème de la sécurité. Comme on n'avait jamais imaginé qu'une personne handicapée puisse faire partie d'un équipage de course au large, il fallait tout adapter, et notamment la sécurité et la survie. Comment se sauver si le bateau coule, comment électroyer quelqu'un qui est paraplégique ou tétraplégique, on ne sait pas faire. Et on allait voir la Marine nationale pour ça, parce que c'est des pros de la sécurité. Et au début, un peu provoquant, ils m'ont dit, écoutez, monsieur Bellion, nous, dans la Marine nationale, on n'a pas de personnes handicapées, on n'en veut pas, on fait la guerre. Ils ont raison, ils font la guerre, donc ils ont besoin de gens avec des bras parfaits, des yeux parfaits, des jambes parfaites. Donc le processus de formation, la formation n'était pas du tout faite pour des personnes handicapées. Et en réfléchissant, ils se sont dit, on a envie de vous aider, donc on va faire en sorte que cette formation soit accessible. Et en travaillant avec les pros, ils se sont rendus compte d'une chose assez incroyable, c'est que depuis 50 ans que le programme existe, c'est au CESAN, le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale. Et donc depuis 50 ans, ils forment des pilotes ou du personnel navigant qui le jour où ils se crachent dans l'eau en avion ou en hélicoptère. Et en fait, ils n'avaient jamais imaginé qu'une personne, après un crash, puisse se blesser. Tout leur protocole de formation était fait pour des gens qui sortent de l'eau, nickel, je saute dans le bib ou je me fais électroyer, il n'y a aucun problème. Ils n'avaient jamais imaginé ça. Et le fait d'accueillir un équipage de bras cassés, de blessés professionnels, ils se sont dit, mais merde, c'est vrai, évidemment que quand un avion se crache ou un hélicoptère se crache, on peut se briser les doigts, on peut se crever les yeux, on peut se fracturer le bassin. Et en fait, on s'est retrouvés à un moment où on a passé une semaine ensemble et on a pu se demander,
qui étaient les formés et qui étaient les formateurs. C'est-à-dire que nous, on a été formés, certes, mais nous, on a formé avec nos blessés la Marine nationale. Et il se trouve qu'en 2013, ça a sauvé une vie. Un pilote a réussi à se cracher, il a réussi à se cracher, c'est sûr. Ouais. Il s'est craché en Méditerranée sur un super étendard. Il a réussi à enlever son harnais en utilisant la paume de ses mains plutôt que ses doigts. Et c'est quelque chose qu'on avait montré dans les vidéos. Petite anecdote qui vous démontre que, en se fixant une contrainte forte, qui est là une soi-disant fragilité, contrainte physique, eh ben on innove. Et on redécouvrir que l'innovation ne vient que d'une chose, de la contrainte. L'art vient du cadre. Première découverte. Deuxième chose, sur ce projet, ça a été difficile humainement, parce qu'on a recruté d'abord des personnes handicapées, et on n'a pas d'abord cherché des marins. Et en fait, quand on cherche des gens pour un projet, il faut s'attacher au fondamental, pas à la différence superficielle. La différence superficielle, c'est le fait de se tenir debout ou assis, l'âge, le sexe, la couleur de la peau, etc. Le fondamental, c'est quoi? C'est l'adhésion au projet, c'est l'envie, c'est partager la même notion de sacrifice, d'engagement pour arriver à l'objectif, c'est le respect du leadership, etc. Et en fait, c'est ce qu'il faut aller chercher, ce fondamental. Et le superficiel, en fait, ces différences-là, à partir du moment où on partage le fondamental, elles sont une richesse qu'on va donner à la performance collective. Et anecdote, dans cet équipage, on a recruté une personne aveugle. Il y avait une personne aveugle, et qui faisait tout comme tout le monde, notamment barré. Vous imaginez la gueule des marins professionnels quand je leur ai dit que j'allais embarquer une personne aveugle. Ils m'ont dit, Eric, déjà les personnes handicapées, c'est un défi de fou. Alors, une personne aveugle, c'est un défi dans le défi, tu vas t'arrêter où? C'est pas possible. Une personne aveugle n'a rien à faire sur un bateau de course. C'est trop dangereux. Et il se trouve que cette personne aveugle, en fait, c'était Olivier. Et Olivier, il avait vraiment envie, il avait les capacités pour le faire. Et alors, petite anecdote, on va partir, et lui avait un peu la trouille, parce que c'était pas facile, il était aveugle, il devait barrer comme tout le monde, et il se confie à Isabelle Autissier, qui est une grande navigatrice qui nous aidait. Et en partant, Isabelle Autissier lui dit mais arrête d'avoir peur, de toute façon, t'es pas borgne des fesses. Alors Olivier, ouais, borgne des fesses. Puis il garde ça en lui, et puis il nous le dit, mais nous, on ne comprend pas trop. Et en fait, on a compris. Au fur et à mesure de la navigation, le quart d'Olivier, au début, était vraiment nul. Vraiment en dessous de l'autre quart, de l'autre équipe, si vous voulez, qui navigue. Et puis progressivement, à la moitié, ils sont devenus pareils. Et puis après, le quart d'Olivier est devenu le meilleur. Et Olivier est devenu le meilleur barreur du bateau. Pourquoi? Vous savez, on a fait un test sur les plus grands marins du monde, savoir pourquoi ils barrent aussi bien. Alors d'abord, on leur a mis des moufles sur les mains, disant ça vient de la pulpe des doigts, le toucher de barre, etc. Ils barraient super bien. On leur a mis un masque. Ils barraient super bien. On leur a mis des grosses boots avec des grosses semelles en caoutchouc sur les pieds en disant ça vient peut-être des pieds, des ongles, etc. Ils barraient super bien. On leur a mis un coussin sous les fesses. Ils barraient comme des patates. Un bateau, ça ne se barre pas avec les yeux. Et on l'a découvert ça. On a redécouvert ça. Ça se barre avec les fesses. Ça vous épate? En fait, c'est une question d'assiette. Un bateau, vous gardez la vitesse un maximum quand vous gardez la même assiette. Et ça, personne n'aurait donné sa chance à Olivier. Mais lui, il avait un handicap qui était sa principale chance. Nous, on a un handicap, c'est de voir. Donc on ne peut pas faire ce travail extraordinaire qu'il a dû faire. Mais lui, comme il ne voit pas, il a été obligé de travailler l'assiette du bateau. Et il est devenu un excellent barreur. Fin 2010, je regarde le temps en plus, fin 2010, je digère toute l'histoire, je vois tout ce qui a été intéressant, les étapes à peu près pour créer une équipe riche de ces différences et qui devient performante. Et je me dis, il faut valider ça en vrai, voir si ça marche. Donc je vends le bateau tout adapté, j'achète un Volvo Ocean Race, c'est un bateau de 20 mètres en Kevlar, un mât de 30 mètres, une Formule 1 des mers, pour une course qui a lieu tous les 3 ans. Les 2 dernières éditions, il n'y avait que des hommes occidentaux entre 25 et 40 ans bodybuildés, quoi. Et nous, on se dit, sur ce bateau, on va recruter des gens pour leurs différences. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes valides, des personnes handicapées. À bord, il y avait un analyste financier à la BNP Paribas et un gars des banlieues. Mais ils ont tous le fondamental en commun.
On commence à naviguer, on s'entraîne. Fin 2013, on fait une course mythique qui s'appelle le Fastnet Race. C'est la fin de notre saison de navigation. Le Fastnet, c'est l'équivalent de la Coupe d'Europe de foot version voile, si vous voulez. Tous les 2 ans, les meilleurs marins du monde se regroupent en Angleterre pour faire cette course qui dure entre 3 et 6 jours. Nous, on est dans une catégorie reine, la catégorie des maxi-yachts, des bateaux de plus de 20 mètres. Et avec nous, il n'y a que des tycoons qui payent des bateaux des fortunes, qui recrutent les meilleurs marins du monde pour ramener le Graal chez eux. Et nous, on est le bateau associatif, avec... on ne sait pas trop quoi dedans. Et sur 18 bateaux, dans notre catégorie, on fait 8e. Et à Plymouth, quand les pros nous découvrent, voient le bateau qui les a battus, plutôt bizarre, et ils découvrent de descendre du bateau, un gars qui déplie sa canne d'aveugle, un autre qui monte son fauteuil roulant, des filles, pas possible, pas de filles, des seniors un peu bedonnants, et leur première réaction, c'est une colère sourde en disant « mais c'est pas possible, on s'est pas fait battre par ça ». Et si. Et en plus, ils observent un truc assez incroyable, c'est que cet équipage, il se jette à l'eau de bonne heure. À Plymouth, je vous préviens, l'été, elle est à 15 degrés l'eau. Il y a du courant, c'est vraiment très désagréable. Le vainqueur du Fastnet s'est pas jeté à l'eau. Mais nous tous, les 12 membres de l'équipage, on s'est jeté à l'eau de bonne heure comme si on avait gagné la course, comme si on avait vécu une aventure de notre vie. Mais est-ce qu'on a vécu l'aventure de notre vie? Parce qu'on a souffert tous ensemble. On a souffert tous ensemble vers un objectif qu'on savait commun. On savait que tout le monde donnait le maximum pour atteindre cet objectif. Ce qui nous a permis de créer une cohésion, d'atteindre une performance collective extrêmement forte, puisque comme tout le monde travaillait au maximum de ses possibilités, cette performance collective n'a jamais cessé de croître. Et enfin, on a pu exulter en équipe parce qu'on avait souffert et on avait pris du plaisir ensemble. Et je vais terminer là-dessus. L'idée de ce Vendée Globe, c'est d'aller raconter ça au grand public. Le Vendée Globe, c'est 65% des Français qui ont suivi la dernière édition. C'est un événement médiatique extraordinaire. De 100 jours, on peut raconter une belle histoire. Et notre idée, c'est de raconter qu'on se trompe aujourd'hui complètement sur la façon dont on traite la diversité humaine dans l'entreprise ou dans notre communauté. On la traite que sur le plan du civisme, de l'humanisme, sur le plan fiscal et sur le plan légal. C'est une erreur totale. Je ne pouvais jamais enchanter les gens par ça. Et les gens qui décident, les managers, les recruteurs, ils s'en foutent. Ce qui est intéressant, c'est de dire que la diversité humaine, c'est une formidable occasion, pas chère, même qui rapporte de l'argent. Vous savez que les entreprises payent des taxes. C'est une formidable occasion, et c'est la seule source d'innovation, de performance, parce que c'est la vraie performance collective, et donc de bien-être personnel et d'enrichissement collectif. Le projet il s'appelle Comme un seul homme, Stand as One en anglais, le M Lyon est partenaire, et vous allez le voir bientôt. Je vous remercie.